Eh bien, bonsoir. Avant de commencer, si vous avez des questions pendant que je parle, vous n'hésitez pas à lever la main et puis je m'arrête. Et puis alors après, je ne sais pas si j'arriverai à reprendre le truc, mais ça ne me gêne pas, quoi. Vous attendez pas la fin et pour en plus oublier ce que vous aviez envie de demander. Donc, alors, je suis désolé, les slides sont en anglais, mais ça me permet de les réutiliser après. Donc, voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est comment donner des fonctionnalités en plus à Java grâce à WebAssembly avec un framework qui s'appelle Xtism. Donc alors déjà, merci à vous d'être là, merci au Poitou-Charentes-Jug de me recevoir. Donc si vous me cherchez sur Twitter, mon handle c'est 433g_org. C'est la manière la plus simple de me joindre et de me poser des questions, parce que je suis addict à Twitter. Le reste du temps, je suis Customer Success Engineer chez GitLab, donc c'est aider l'équipe des Customer Success à tenir la main aux clients et à les faire avancer dans leur utilisation de GitLab. Je fais du Wasm, mais en dehors de mon boulot, même si je m'en sers après pour mes démos dans GitLab. Et j'ai un side project qui s'appelle Capsule, qui me permet d'apprendre du Go, du TinyGo, et puis un runtime Wasm, je vais vous en parler plus tard, et puis d'autres langages accessoirement. De temps en temps, j'essaye de faire un peu du Rust, mais je suis encore très, très, très mauvais. À la base, je suis plutôt un développeur JavaScript. Donc moi, s'il n'y a pas de type, ça ne me dérange pas, je vis très bien avec. Est-ce que vous avez déjà utilisé WebAssembly? Non, enfin à part les jeunes gens devant. À la base, c'était fait pour tourner dans le navigateur, pas pour remplacer JavaScript, mais pour. Après, il y a eu Wasi, mais c'est plus tard. Désolé, je m'adresse aux gens en direct, mais je le voyais hocher la tête. Donc pas pour remplacer JavaScript, mais plutôt pour lui apporter quelques possibilités en plus. Donc, alors je ne vais pas parler beaucoup de Wasm dans le navigateur, mais un de mes exemples préférés, c'est Google Earth, mais sans plugin, sans rien à installer, qui fonctionne dans le navigateur. Et qui fonctionne plutôt bien. Alors il faut avoir un navigateur récent pour qu'il y ait le support de WebAssembly dedans. Un WebAssembly, c'est comment on pourrait, dans le navigateur, ce serait un peu comme quand on chargeait des applets ou des jars dans le navigateur ou des ActiveX, c'est un peu le même principe. Mais je fais un gros raccourci. Et on peut faire des choses pas mal. Alors sur Google Earth, je pourrais y passer des heures, parce que j'adore tout ce qui est cartographie. Il y a des gens de chez StackBlitz qui ont fait un truc, alors j'ai pas encore les cas d'usage, mais je trouve que quand même c'est sympa. Après, est-ce que ça sert ou pas, je ne sais pas. C'est, vous avez un IDE façon VS Code. C'est essentiellement pour faire du JS. Mais par exemple, je peux lancer mon code, c'est du Node, pour afficher quelque chose, ou je peux même faire un petit serveur HTTP. Et globalement, ça me lance un serveur web. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je peux me déconnecter du Wi-Fi et continuer à exécuter mes choses. En fait, le node n'est pas sur un serveur distant. Il est dans une espèce de container fait en Wasm qui embarque un subset d'OS suffisant pour faire tourner du node. Ça veut dire qu'en fait, là, tout se passe dans le navigateur et pas quelque part sur le serveur comme on aurait avec du Gitpod ou du Eclipse par exemple. Est-ce qu'il y a un use case? Dans mon cas, moi, j'en vois pas. Peut-être pour les gens qui font du front et qui ont besoin de bosser en mode déconnecté. Mais je trouve, en tout cas, l'effort ou le POC, non, enfin, c'est plus qu'un POC, ça marche, mais je trouve ça très, très bien fait. Un exemple sympa, c'était Postgre dans le navigateur Ouais. pour les cours. Là, je sais En fait, maintenant, de plus en plus, en fait, ça permet de builder. Vous avez, comment ça s'appelle Autodesk, qui fonctionne dans le navigateur aussi. C'est pour pouvoir builder des trucs déjà existants, par exemple. Et effectivement, les gens ont mis une PG dans le navigateur. Alors, je suis aussi, ou j'étais, un développeur Java. Et du coup, moi, j'avais envie de lancer du Wasm dans Java. Pour différentes raisons. C'est parce que déjà, alors si je réfléchis business, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens, de clients qui utilisent du Java. Et il y a plein de frameworks qui existent déjà, qui fonctionnent très bien. Le fait d'utiliser du Wasm, c'est polyglotte. En fait, vous pouvez faire du Wasm avec du Go, du Rust, du Swift, du C, du C++. Il y a d'autres langages qui apparaissent. Et ça vous construit un espèce de fichier
natif, qui aura besoin d'un runtime pour s'exécuter, mais plutôt efficace, plutôt rapide. Enfin, ça dépend aussi du langage que vous utilisez. L'avantage aussi, en plus d'être polyglotte, c'est que les plugins vont être petits, donc vous aurez des choses à charger petites, ça ira plus rapidement. Sauf si vous le faites en Go, parce que pour l'instant, il y a un coût d'entrée qui se compte en mégas, c'est pas la meilleure idée qu'il y a. Ça va donc, le temps de chargement est plus rapide, le temps d'exécution aussi est plus rapide. Et les use cases dans ce cas-là, ça serait les User Defined Function. Il y a une version de PG d'ailleurs qui doit être, alors je ne sais pas à quel stade elle est, mais qui est capable d'exécuter du WASM. Il y a ScyllaDB qui le fait aussi. On voit apparaître des outils de proxy qui font des filtres en WASM, comme Envoy. On en verra un autre avant la fin de la presse. Vous pouvez faire des petits microservices, et voire même vous pouvez faire des functions as a service. On commence à voir des offres arriver, mais ça peut être aussi des hooks pour GitHub ou GitLab qui vont s'exécuter un peu plus rapidement, ou même des bots. Dans le navigateur, il y a un truc qui est sympa, c'est la partie isolation. Vous pouvez, ce que vous allez exécuter n'aura jamais accès à plus de choses que le navigateur donne de droit en fait. Si vous faites du WASM hors du navigateur, c'est un peu différent, mais on y reviendra plus tard. Alors du coup, pour faire des plugins WASM, à la base, comme WASM était pensé pour le navigateur, ce n'était pas possible. Il y a une nouvelle spec qui est sortie, qui s'appelle WASI, pour WebAssembly System Interface, qui est un ensemble de standards et de specs. Ce n'est pas encore cuit par contre, donc il y a certaines limitations qui sont contournables, mais il faut souvent réinventer la roue. Alors que la partie WASM dans le navigateur, il y a déjà tout ce qu'il faut pour l'intégrer et pas avoir l'impression de faire des choses un peu compliquées. Créer une application de type CLI avec WASM et la spec WASI, c'est plutôt facile en fait. Hein. Ça va être, vous allez faire un code classique en Rust ou en Go ou d'autres langages, et puis si vous avez le runtime WASI installé, vous pourrez l'exécuter directement dans votre terminal. Comme avec Java, quand vous faites un Java-jar et vous exécutez votre jar. Les runtime, actuellement, les plus connus sont WASMEdge, WASMTime, WASMer, WAS0. Alors WAS0, il a une petite spécification, c'est qu'en fait, c'est un runtime sans aucune dépendance, mais par contre, c'est très opinionated, c'est pour faire des applications en Go. Les plugins WASM peuvent être dans différents langages, mais par contre, WAS0 ne cible que du Go. Node.js embarque un runtime WASI, donc vous pouvez utiliser vous pouvez exécuter du WASM selon la spec WASI directement via Node.js. Donc le runtime, le principe, c'est vous lui dites juste où est le fichier WASM et pour l'exécuter. Juste, je vais vous montrer de base à quoi ça peut ressembler. Donc, je ferai quasiment que des exemples en Go. Salut. Là, c'est un exemple de Go tout simple. Hein. Je fais du print, je récupère les arguments, je les affiche, j'attends une saisie au clavier, et ensuite j'affiche ce que j'ai saisi. Pour faire du WASI avec Go, vous ne pouvez pas le faire en Go. Enfin, depuis la dernière version, non, c'est pas encore réalisé. Mais normalement, le compilo Go n'implémente pas WASI. Ils sont en train de le faire. Donc il faut utiliser TinyGo. TinyGo, à la base, c'est un subset de Go qui était fait pour les microprocesseurs. Et en fait, eux, ils ciblent WASI. Et on va le builder. Donc, hop. Donc voilà, mon plugin, il fait 124K avec du Go. Si c'était du WASM hors WASI, ça serait plutôt 2 mégas et quelques, juste parce que j'utilise comment ça s'appelle, la partie println par exemple. Et il embarque aussi toute la partie mémoire quand c'est côté Go, alors que TinyGo, il fait des choses très petites. Et ça marchera aussi dans le navigateur, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez besoin. Ça fait des plugins à loader dans le navigateur qui sont tout petits. Si je veux le lancer avec j'ai installé déjà mes runtime, donc WASMTime, je vais le lancer comme ça. Donc, vous y voyez assez au fait.
que je ne me suis pas retourné, donc là, c'est tout simple. Je peux utiliser en fait n'importe quel runtime Wasm, ça marchera pareil, si je le lance correctement. Ils sont censés implémenter la norme de la spec de la même façon. Alors, sur la partie réseau, il y a quelques petites différences, mais normalement, c'est censé fonctionner pareil. Et je vous avais dit qu'on pouvait le faire aussi avec du Node.js. Il n'y a pas de lib à installer, hein, c'est en standard dans les dernières versions de Node.js. Donc, vous lui instanciez le runtime WASI en lui passant des arguments. Vous chargez le plugin Wasm, et ensuite vous appelez, vous démarrez en fait une instance du plugin. Donc si je le fais comme ça, hop. Donc ça marche exactement pareil avec le même plugin. Alors pour Node.js, il faut bien lui penser le flag expérimental, sinon ça ne marchera pas. Mais c'est tout simple. Donc pour faire des applis CLI, c'est comme à la limite comme avec n'importe quel autre langage. Par contre, pour créer une application qui va exécuter des plugins Wasm, surtout si vous avez à faire ça from scratch avec le runtime. Alors chaque runtime fournit un SDK pour le faire. C'est plus dur parce qu'il y a quelques limitations actuellement dans la spec WASI, c'est que si vous voulez passer une string à une fonction, c'est pas possible. En fait, la fonction WASI, elle accepte que des nombres en entrée et retourne un seul nombre en sortie. Si vous voulez accéder aux ressources du système, c'est de base pas possible tout de suite. Sauf sur, je pense, peut-être les fichiers et maintenant une partie réseau, enfin une partie socket, mais socket, voilà, ouais. Mais si vous voulez faire du HTTP, par exemple, il va falloir tout recoder, quoi. Mais ça va évoluer. Et puis il va y avoir des types plus complexes que juste des nombres. Donc par exemple, si vous voulez passer des chaînes de caractères à une fonction, ben, en fait, il va falloir que votre application qui lance le Wasm copie en fait, l'application qui lance le Wasm et le fichier Wasm ont une mémoire, ils partagent une mémoire qui s'appelle la Wasm Memory Buffer. Et donc, du coup, bah, l'application hot, elle peut charger en mémoire une valeur. Et elle va appeler la fonction Wasm en lui disant bah, la valeur, elle est à tel endroit dans la mémoire et elle fait telle taille. Et du coup, par contre, votre fichier Wasm, il va falloir qu'il aille taper dans la mémoire, chercher dans le buffer la position et la taille pour pouvoir en faire une chaîne de caractères. Et pour, alors, je ne sais plus si j'en parle après, mais bon, peu importe. Si par contre, il veut renvoyer une chaîne, vous n'avez qu'une valeur. Donc du coup, là, il va falloir aller copier la chaîne en mémoire, récupérer la position, la taille, et faire du calcul de bits pour mettre tout ça dans une seule valeur. Et après, votre application hot, il faut qu'elle qu'elle dépack tout ça pour pouvoir récupérer les infos. Et c'est chiant à faire. Pour les host functions, enfin pour donner plus de possibilités à votre module Wasm, vous pouvez, dans votre application hot, créer une fonction. Par exemple, normalement, Wasm n'est pas capable de faire un print dans le terminal. Donc, dans votre application hot, vous allez créer une fonction qui fait du print. Vous allez l'exporter pour que le fichier Wasm soit capable de l'utiliser et faire du print. Et alors après, par contre, les histoires de passer des chaînes de caractères, les retourner avec les fonctions hot, c'est la même problématique que je vous ai dit avant. Il va falloir jouer avec les pointeurs et la mémoire. Attention avec les fonctions hot. Si le langage qui exécute le fichier Wasm est plus long que le fichier Wasm, en fait, par exemple, pour faire un print, le programme Wasm va ralentir en fait parce qu'il va exécuter une fonction mais qui est exécutée par l'hôte. Donc avec du Node.js, ça va être long, par exemple. String Wasm et buffer memory, c'était juste vous montrer un petit peu de code pour expliquer de manière plus claire ce que j'ai fait. J'ai toujours un fichier Go, enfin un module Wasm Go. En fait, ma fonction hello world, elle attend la position de la chaîne de caractères et sa taille. Et après, il faut aller lire la mémoire. Alors, la mémoire, eh ben, je vais me taper la lecture du buffer pour voir ce qu'il y a dedans. Et si je veux renvoyer quelque chose, eh ben, il va falloir que je copie mon message
Donc j'ai pareil une fonction qui permet d'aller copier les informations en mémoire, et par contre qui va me retourner une seule valeur avec la position et la taille. Et côté Node, il faudra que, avant d'appeler, donc je prépare mes paramètres. J'ai ma chaîne de caractères, je la mets dans un tableau de bits. Ensuite, j'alloue de la mémoire pour la chaîne de caractères. Donc ça, en fait, j'appelle une fonction qui est malloc, qui est dans le fichier wasm. Alors, on ne la voit pas dans mon code parce qu'en fait, c'est TinyGo l'exporte automatiquement à la compile. Une fois que j'ai fait ça, je peux appeler ma fonction. Alors, je récupère le pointeur et j'ai déjà la taille. J'appelle ma fonction en lui passant la position et la taille. Et ensuite, je récupère la valeur en mémoire. Je fais du calcul de bits avec un masque pour récupérer la nouvelle position, la nouvelle taille, et je peux afficher ce qu'il y a dans mon buffer. Je ne vous l'exécute pas, ça peut d'intérêt, c'était juste pour montrer que en fait, l'exercice est chiant. Si vous avez envie d'aller plus loin là-dessus, j'ai pris le temps d'écrire des longs blog posts qui expliquent tout le détail pour jouer avec les strings et la mémoire, avec du WASI et du Node.js, et aussi pour jouer avec du WA0 et faire des host functions. Alors, les petites barrières, c'est que je vais écrire d'autres articles, mais ça sera détaillé avec tous les codes sources, parce que je ne peux pas expliquer ça en une soirée. Alors, moi, j'adore faire ça, je fais ça le week-end ou le soir quand je ne dors pas, mais dans un mode un peu plus productif. Heureusement, on a quand même des frameworks pour nous aider, à pas gérer des chaînes en mémoire, par exemple. Il commence à en avoir beaucoup. Alors, vous avez des frameworks que j'avais appelés Toolkit, par exemple .NET, un SDK WASI qui est super avancé. Vous pouvez faire tourner de l'ASP.NET dans du WASM, ou faire des applications console avec le SDK, ça marche super bien. Vous avez Suborbital qui propose un framework qui permet d'appeler des fonctions en leur passant des paramètres JSON, ou des chaînes ou des buffers super facilement. Et ça gère toute la complexité pour vous. Et puis il y a aussi Xtism, donc qui est le sujet de ce soir, de la société DI Lipso, qui propose pour différents langages différents SDK. Mais on va y revenir plus tard. Vous avez des SDK qui sont un peu plus opinionated, et en fait, ils vont vous fournir une application qui est le plus souvent un serveur d'application, un petit serveur HTTP, et le SDK autour pour construire des modules WASM et les lancer. Donc autant avec les toolkits, vous allez faire vos propres applications et vos propres modules, autant avec les Application Host Server SDK, l'application, vous n'avez pas à la coder, elle existe déjà, et vous faites juste les plugins. Donc, j'expliquais quand même que j'aimerais bien exécuter du WASM à partir de Java. Alors, il y a le projet Xtism qui permet de faire ça. Alors, il faut savoir que il y a eu 2 essais de projet pour exécuter du WASM à partir de Java. Il y a GraalVM, mais la doc est quasiment absente, et on ne sait pas comment faire. On n'est même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'ils implémentent WASI en fait. Voilà. Donc c'est pas une bonne idée. Il y a Wasmer qui est un des plugins WASM qui avait fait quelque chose, ça ne marche pas et ça n'a pas avancé depuis longtemps. Et il n'y a pas longtemps, il y a Xtism qui a sorti différentes possibilités. Alors Xtism, ça vous fournit des SDK pour des applications hautes et ce qu'ils appellent des PDK, Plugin Development Kit, pour faire des plugins WASM. La spécificité d'Xtism, c'est qu'ils le font pour plein de langages, et notamment pour Java. Et c'est les seuls qui ont une offre correcte, enfin cohérente, sur la partie Java et sur les plugins. Petit avantage, enfin non, gros avantage aussi d'Xtism, c'est qu'ils viennent avec selon les langages, avec des host functions déjà toutes prêtes. Donc pour pouvoir faire une requête HTTP à partir d'un fichier WASM ou faire du log ou des choses comme ça, c'est déjà prêt, vous n'avez pas à le coder.
Ils viennent aussi, et toujours selon les langages, vous donner la possibilité de créer vos propres host functions. Et sur la partie Java, ça existe grâce à ces messieurs. Enfin, surtout toi, je crois, en premier. Parce qu'il y a 3 personnes qui utilisent Xtisum en France. Et ça marche plutôt bien. À savoir, vous faites un plugin Xtisum, il peut aussi s'exécuter dans votre navigateur. Alors, pas tout, parce que certains langages, enfin, dans le navigateur, les host functions, c'est un peu. Enfin, c'est pas que c'est pas prévu, mais c'est pas le même fonctionnement. Bon, bah, vous pouvez créer vos propres host functions, je l'ai déjà dit. Dailipso a fait un. Alors, c'est plus ce qui va leur servir sur la partie enterprise de leur produit. Un produit qui s'appelle Mode Surfer, qui va scruter ce que vous avez dans vos fichiers WASM et en fonction de specs que vous avez donné, il va vérifier si votre fichier WASM est conforme à ce que vous attendiez. Donc par exemple, moi je me suis amusé à utiliser la CLI au hasard dans GitLab et ça va vérifier que j'ai le bon nombre de paramètres, que certains noms de fonctions sont présents ou certaines fonctions n'existent pas. Et ça vous permet déjà de commencer à garantir une certaine sécurité dans vos programmes. La CLI est gratuite et open source pour les projets open source. Après, ils ont un modèle plus enterprise, mais c'est encore autre chose. Alors, plus ça va, plus je suis surtout un Hello World développeur, parce que je passe mon temps à faire des démos pour mes clients. Donc, on va entrer dans le vif du sujet et regarder comment on fait un plugin Xtisum. Hop, je vais fermer mes fenêtres. Eh ben, j'ai fait des progrès. J'ai fait des progrès, voire même ça. Ouais, ça me plaît presque, le bash. Presque. Il manque des trucs quand même dedans. Mais je m'énerve moins quand j'en fais. Donc, un plugin Go Xtisum, c'est pas très compliqué. C'est une fonction qui va renvoyer toujours un int. Le PDK impute, c'est ce qui va permettre à Xtisum de lire dans la mémoire ce que la fonction hot lui aura envoyé. Ensuite, je peux, par exemple, c'est une des fonctions des host functions, c'est de pouvoir envoyer de la fonction hot vers le plugin une configuration. En l'occurrence, ça va être du JSON. Donc là, je veux lui envoyer une route que mon fichier pourra appeler. On a d'autres fonctions hot qui sont intéressantes, qui sont la possibilité de faire des requêtes HTTP et bien sûr de répondre avec. Donc là, en fait, je vais appeler ce service-là, qui est tout con, hein, je récupère juste le titre de ce que ça me ressort en JSON. En TinyGo, le JSON de Go ne marche pas dans TinyGo, parce qu'en fait, il ne gère pas tout ce qui est sérialisation de la même façon. Parce qu'à la base, c'était prévu pour les microcontrôleurs. Voilà. Et par contre, il y a un framework qui s'appelle FastJSON qui marche super bien. Du coup, je récupère ma valeur ici. Je vais la mettre dans ma valeur de sortie. Hop. Title. À la fin, je demande à Xtisum d'allouer de la place mémoire dans laquelle je vais mettre en fait ma valeur de retour. Et je la copie dans la mémoire. Donc ça, je vais le builder. Je suis où? Hop, CD. Donc, vous voyez, c'est jamais très gros, hein, 112K, c'est pas énorme. Le truc sympa, c'est que Xtisum fournit une CLI, donc vous n'êtes même pas obligé de créer votre application hot tout de suite, vous pouvez tester votre plugin avec la CLI. Donc c'est juste ça qui va se lancer. Donc je vous ai dit que j'utilisais la fonction host config, donc là je le passe comme ça avec le -- config. J'y vois rien. Voilà, donc je peux tester mon plugin à l'avance, je vois qu'il a bien appelé le service, qu'il a récupéré les informations.
Alors moi, maintenant, ce que je veux faire, c'est l'exécuter en Java. Oui, quand vous faites en Go un plugin Wasm, il faut toujours exporter la fonction que vous allez utiliser avec la fonction hot et vous l'utilisez avec le commentaire export et le nom de la fonction. Excusez-moi. Donc, si je passe sur la partie Java. Alors, le code Java est plutôt simple. Je vais charger mon fichier Wasm. Je vais créer un contexte XTSM. Ensuite, je vais instancier mon plugin pour pouvoir l'exécuter. Je vais passer ma config, donc toujours grâce à XTSM. Et je vais appeler ma fonction Wasm avec plugin call. Donc j'ai besoin de lui dire où est mon fichier. Ma fonction elle s'appelle c'était C hello. Puis on va les mettre. Ça s'écrit comme ça, je fais pas de faute. Super. Et donc maintenant on va builder l'application. Et si je veux le lancer, voilà, donc c'est exactement la même chose qu'avec la CLI, mais vous voyez, vous pouvez l'intégrer super facilement dans une application Java. Que ce soit du Rust, du Go, enfin tous les langages proposés par XTSM. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Alors sur l'aspect polyglotte, l'aspect aussi de pouvoir permettre à vos clients d'utiliser leur propre langage, je pense que oui, effectivement, ça vaut le coup. Sur l'aspect sandboxing aussi, ça peut être intéressant pour la partie sécurité. Je me suis amusé à faire, alors je ne suis pas le champion des benchmarks, hein, donc j'ai fait un truc un petit peu rapide, mais j'ai fait un benchmark avec une application Java qui charge un plugin en Java et l'exécute pour faire la suite de Fibonacci, et j'ai fait les mêmes plugins en TinyGo, en Rust. Alors en Rust avec et sans CERD. Pour ceux qui ne font pas de Rust, CERD c'est la lib JSON qui permet de sérialiser, désérialiser du JSON. Et je l'ai fait aussi avec du JavaScript qui s'exécute dans Wasm. Alors c'est pas du JavaScript compilé en WebAssembly, hein, c'est un module Wasm qui embarque un interpréteur JS et qui doit être QuickJS, je crois. Je l'ai marqué quelque part plus loin, on verra. Qu'est-ce qui se passe? En fait, en bleu, c'est la partie Java. J'ai chauffé la JVM hein, quand même avant de commencer, et elle n'est pas super stable en termes de temps d'exécution. En rouge, c'est le JavaScript, et puis en vert, c'est du Rust. Et le TinyGo est caché derrière, mais c'est à peu près c'est à peu près les mêmes temps d'exécution. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut jeter toutes vos applications et tout refaire en WebAssembly, parce que là on parle de nanosecondes. Ça peut être intéressant dans certains cas d'usage, mais sur de l'informatique de gestion, pas forcément. Donc la vitesse n'est pas que le critère essentiel de WebAssembly. Ça, c'est ton chargement de ton plugin complet. Ouais. Enfin, tu Euh, charges une fois que tu runs plusieurs fois. je run plusieurs fois. Tu runs plusieurs fois. Attends. Non, je charge et je run plusieurs fois. Non, je charge et je run, je vais y arriver, excuse-moi. Donc oui, c'est temps de charge, voilà, c'était ce que tu as dit en premier, temps de chargement du plugin compris. C'est découpé pour voir. Enfin, ça ne me choque pas que côté Java. Oui, alors si je découpe, il y a un problème, c'est que comme l'application hot et le plugin Wasm ont une mémoire partagée, je risque d'avoir des trucs qui se montent dessus. Quoique non, dans le cas de Fibonacci, ça doit marcher parce que j'appelle les fonctions les unes après les autres, donc c'est une bonne idée, je le ferai pour la prochaine fois. Mais oui, le cas où ça se monte dessus, c'est quand tu fais des... C'est juste le chargement total. Ouais.
En fait, l'application hôte, par contre, elle se charge qu'une fois, hein. C'est vraiment le chargement du plugin. Mon petit use case préféré, c'est ce que j'appelle les nanoservices. J'ai m'étais fait un énième side project que j'ai appelé Cracker. C'était un clin d'œil à... Les crackers, c'est des tout petits satellites. Et en fait, c'était un clin d'œil à la société suborbitale qui avait un framework WebAssembly qui s'appelle SAT. Et je bossais dessus et on pouvait pas. Ils n'avaient pas fait les host functions qui permettent de lire les variables d'environnement. Et pour ceux qui me connaissent, je viens de chez Clever Cloud. Moi, quand je déploie une application quelque part, je la config, je la mets dans des variables d'environnement. Et là, les gars m'ont dit, mais attends, c'est pas grave, tu fais ça dans un fichier. Donc, j'étais un peu choqué. Et du coup, j'ai fait mon propre framework qui marche beaucoup plus lentement que le leur, hein, parce que les gars sont quand même plutôt très bons en Go. Mais, mais moi, je lis les variables d'environnement, c'est ça. Alors, j'ai commencé à le faire en Go. Hein. Cracker, c'est la version en Java avec du Vertex, parce que c'est mon autre framework préféré, c'est Vertex. Mais au moins, je lis les variables d'environnement. Alors, comment il marche? C'est très simple. J'ai mon application hôte, qui est un serveur HTTP qui est fait avec du Vertex, qui utilise le SDK XTism. Mes modules, je les ai mis dans une registry. Alors j'ai utilisé la GitLab Package Registry, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi, hein, ou même un serveur de fichiers. Maintenant, il commence à avoir des registries de type OCI. Et donc, quand il se lance, je te regarde regarder ta montre, c'est que il faut que je parle moins et tu me dis hein, quand... si... Ok. Donc en fait, le module se lance. S'il n'a pas son module Wasm, il va le télécharger sur la registry et ensuite il exécute et puis je peux faire des requêtes dessus. Et je me suis amusé à faire des plugins en Rust, en Go, en JS et en Zig. Il y en a qui font du Zig. Il y en a qui font du Rust. Il y en a qui trouvent que Rust c'est dur. Bon, à part toi. Voilà. Enfin, si vous trouvez que Rust c'est dur, vous faites une demi-journée de Zig et vous revenez à Rust et vous dites ouais c'est pas mal. Enfin, moi c'est l'effet que ça m'a fait. Hein. Non, mais du coup, normalement je dois avoir une démo. Oui. Hop. Alors à quoi ressemble Zig? Alors, en fait, quand vous le voyez, Zig, finalement, quand vous voyez comment ça s'écrit, ça a l'air plutôt lisible. C'est après, quand vous voulez faire des choses compliquées, pour moi, c'était trop dur. Enfin, je rappelle qu'à la base, je suis un développeur JS. Les plugins Rust XTism sont plutôt simples à faire. Ils ont fait toutes les abstractions nécessaires pour que vous fassiez des services très facilement. Je pense que c'est aussi un bon moyen de se mettre à Rust finalement, parce que tous les trucs un peu chiants, compliqués, vous ne les voyez pas et vous pouvez commencer déjà à vous amuser. J'avais dû faire la version JS. Ouais. Donc oui, c'est ça. Ils utilisent QuickJS. Un Wiser. Alors je ne sais pas ce que veut dire Wiser. Je pense que je me suis gouré dans mes commentaires. Mais les fonctions JS sont super faciles à écrire. Là, ça, faut pas compter sur la rapidité. Ce sera rapide, mais moins que du Rust. C'est Shopify, en fait, qui a fait... leur projet s'appelle Javi, mais Shopify, ils voulaient donner la possibilité à leurs clients d'écrire leurs propres fonctions dans les applis, et ils ont utilisé ça. Ils se garantissent comme ça d'une certaine sécurité et que leurs clients ne balancent pas tout et n'importe quoi. En Go, vous avez déjà vu à quoi ça ressemble. Donc, la partie Java. Donc, c'est du Vertex. Vertex, qui fait du Vertex? Oh, je suis déçu. C'est quand même le meilleur framework Java du monde. Vous le direz à l'équipe Vertex, hein, que j'ai fait la pub. Du coup, ce que je fais, c'est que, comme tout à l'heure, je charge mon module Wasm. J'ai un handler Vertex qui va répondre à toutes mes requêtes HTTP. Donc, comme tout à l'heure, j'instancie mon plugin. Alors là, je suis obligé de l'instancier à chaque fois. Parce que si j'ai plein de requêtes HTTP qui arrivent en même temps, la mémoire, elle va péter. Donc, il faut qu'il y ait à chaque fois un plugin avec une nouvelle mémoire. Qu'est-ce que je fais? Ensuite, une fois que je l'ai instancié, je l'appelle et je renvoie la réponse. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Si on avait fait des host functions, on les passerait ici. Donc c'est des host functions, si vous définissez en Java des choses qui seront appelables par le module Wasm. Restreindre, pardon, les host functions déjà présentes. Tu veux pas
Ah. Qu'il y ait de requêtes HTTP? par exemple. Je sais pas. Si tu peux, Tu de peux? base, tu peux dire que c'est mort en méthode de D'accord. HTTP, Donc tu peux. Donc, carrément, sur la liste de extension de la config. Et le reste, c'est que de la config. C'est que de la config pour lancer mon application. Donc c'est vraiment très simple. Je vais juste les lancer pour vous montrer que je ne dis pas de bêtises. Alors, dans mon bash, hein, j'ai juste des variables d'environnement que je passe à mon fichier Java que j'exécute et lui va charger les fichiers Wasm qui sont distants. Donc maintenant, si je les appelle, juste en faisant des curls, ça marche tout seul. Donc c'est très facile d'ajouter des plugins à vos applications avec ces différents langages. J'en suis à combien de temps? 36 minutes, ok. Donc je parle juste de la partie cube et après je me suis amusé à faire une image Docker de mon application. Alors le problème c'était comme c'est du Java, c'était un peu gros. Je suis tombé, alors, je connaissais pas J-Link, donc j'ai créé avec J-Link une petite JRE. J'ai ensuite, alors j'ai fait ça avec du multistage. Ensuite j'ai ajouté les libs XTism et j'avais une image qui fait 130 mégas, donc c'est pas trop mal. Je pense qu'on peut faire mieux, mais j'étais déjà assez content de moi. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'en fait, je veux pouvoir tout petit. Donc avant, il aurait fallu recharger à chaque fois toute l'image. Là, c'est pas la peine et ça va chercher les modules Wasm dans la registry. Et juste en faisant des apply pour changer les variables d'environnement, je peux même changer le plugin à télécharger super rapidement. Ça fait que j'ai une consommation dans Cube qui est bien moindre. Enfin, j'estime qu'elle est bien moindre. J'ai dans ma to-do list de faire du monitoring et puis de batcher ça. Mais ça vous permet d'avoir vraiment des trucs super intéressants et efficaces et puis qui coûtent moins cher finalement parce que vous consommez moins de ressources. Donc, alors cette démo-là, je ne vous la fais pas ou peut-être je la ferai tout à l'heure en fonction du temps qui reste. Elle n'apporte pas grand-chose, mais mon propos, c'est de dire que je pense que ça vaut le coup de commencer à apprendre WebAssembly maintenant. Regardez en tout cas à quoi ça ressemble. Et même de commencer à déployer des services sur Cube ou n'importe où ailleurs. Il y a, comment ça s'appelle? Au début, c'était Wasm Edge, c'est un des runtime qui bosse avec Docker pour en fait charger des plugins Wasm à la place d'un container Docker et pouvoir déployer facilement ça dans Cube. Maintenant, il y a d'autres sociétés comme Spin qui fournit un petit serveur HTTP pour lancer du Wasm qui bosse aussi avec eux. Et puis il y a d'autres sociétés qui viennent. Donc au final, l'objectif de Docker et de ces compagnies-là seront de faciliter le déploiement de modules Wasm en fournissant directement le runtime et vous avez juste votre fichier à mettre et vous ne construisez pas d'image. En attendant, moi ce que je fais sinon, c'est je fais des images Docker from scratch, donc j'ai rien dessus et puis je me fais un exécutable sans dépendance. Ça marche bien aussi. Et je dois discuter justement mardi, normalement, entre midi et 2, un Twitch avec Georgie de Docker qui bosse sur le projet où je vais lui poser toutes mes questions idiotes, savoir justement pourquoi est-ce que l'image Scratch, ça ne serait pas suffisant, comment je peux faire pour mettre mon propre runtime à moi. Pour l'instant, c'est pas possible, mais j'espère que dans le futur, ce sera possible. Mais ça, je pense que ça va donner lieu à des trucs super sympas et permettre de faire des archis pas mal. Et du coup, pas être obligé de jeter ni Docker ni Cube. Donc, tous les investissements faits jusqu'ici sont encore pérennes. Tu dis image scratch, tu mets quoi comme runtime Wasi du coup dessus? En fait, c'est quand je fais l'image Scratch, j'utilise. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je build une application Go qui utilise un WA0. J'ai pas testé avec les autres runtime. Et du coup, j'ai zéro dépendance. Donc, j'ai un exe que je peux installer directement dessus. Mais je pense que c'est possible avec certains des runtime. Mais je les ai pas testés. Un exec Go, pardon, je connais rien à Go. Tu peux faire du from scratch Ouais, vraiment? ouais, ouais, ouais. Dépendance, hein. Ça a été ma grande découverte de l'été. Tu peux et ça marche bien. D'accord. Parce que sur une image scratch, tu peux même pas la STD. Non. Mais là, avec Go, honnêtement, ça marche super bien.
Alors, je pense qu'il y a des cas où, selon tes dépendances ou des choses comme ça, tu seras embêté, mais moi, dans mes cas d'usage, c'était nickel. Alors, une dernière petite chose. J'ai deux camarades qui sont là, qui vont aussi vous parler d'Extisum. Donc, merci à Étienne et à Mathieu de prendre la relève. Je te... Bon, après, tu peux le laisser non, passer si tu veux, Bon, je le ferme, je pourrais le rouvrir. Yes. Hop. Tac. Oup, 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 oup. Il y a des roulettes. Ah oui. Non, je garde. Après, tu peux faire des commentaires, tu doubles, Oh, les- tu doubles le truc en même temps. Et tout, alors, je sais pas, on va le mettre un peu comme ça, parce que... Ou alors on se le passe... ouais, ça... Ah, d'accord, ça va être bien. Ça va être bien. Hein oui, non, je me doute. Hop, et voilà. Et c'est bon. Hop là. Donc, bonsoir à tous. C'est bon, on peut parler tous les deux, c'est cool. Donc bonsoir à tous, merci Philippe de nous permettre de présenter notre petit projet. Donc moi je m'appelle Mathieu Ancelin, je travaille chez Serly et je suis le créateur d'Autoroshi dont on va vous parler un petit peu. Ouais, et moi c'est Étienne Anne, du coup je travaille pour la Naïf. Genre je te tiens le micro, d'accord. Tu veux que je le prenne? Non, mais c'est bon. Non. Non, c'est pas grave, mais Mathieu il va le tenir. Je travaille du coup en tant que développeur pour la... Putain, je travaille en tant que développeur du coup pour la Naïf. Je travaille sur tous les produits open source que la Naïf fait, et notamment Autoroshi. Donc déjà, qui connaît Autoroshi? Qui sait à quoi ça sert? Alors c'est bien, tout le monde connaît. Oh, c'est cool. Donc juste pour la vidéo et pour le reste, donc ouais, quand même faut le dire. Autoroshi c'est un reverse proxy HTTP qui vient avec tout un tas de fonctionnalités, notamment pour faire de l'API management, terminaison TLS, etc., etc. On fait pas mal de choses dans Autoroshi, on va voir un petit peu plus tard. Donc c'est un projet que j'ai créé en 2017 et qui a été open source en 2018 par la Maïf et qui maintenant est utilisé pas mal en interne sur beaucoup de choses. Donc voilà. Et en fait, on a décidé il n'y a pas très longtemps, on a sorti une version qui ajoute le support de Wasm via Extisum. Et du coup, c'est pour ça qu'on est là pour vous en parler ce soir. On n'a pas préparé de slide pour cette petite présentation parce que c'était un peu au dernier moment. Et du coup, on va juste vous faire une démo. Du coup, on a un serveur qui tourne qui utilise Cloud APIM, donc c'est un provider d'instances Autoroshi managées dans le cloud. Donc vous choisissez un plan, vous mettez votre carte de crédit et c'est parti, roule ma poule. Donc hop, je vais chercher mon instance de la soirée. Hop. Donc voilà, j'ai un Autoroshi qui est là. Et en fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous montrer comment ça fonctionne de base et en venir à pourquoi Wasm, etc., etc. Donc je vais commencer par créer une route. Donc une route, c'est un peu le truc de configuration de base d'Autoroshi pour dire je vais prendre du trafic sur tel endpoint et l'envoyer vers tel truc. Donc le truc en question, on appelle ça un back-end chez nous. Donc en l'occurrence, je vais essayer de poser ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un truc qui s'appelle, c'est une application qu'on a déployée qui est en gros qui prend une requête HTTP en entrée et qui output dans la sortie tout ce qu'on lui a passé en entrée. Donc c'est notre truc pour faire des tests. C'est peut-être pas très visuel, mais bon voilà, on va faire le truc avec ça. Donc dans Autoroshi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une route. Donc je vais l'appeler démo Quatujag. Donc, je vais faire une route qui est vide, qui n'a pas de truc. Et ce que je vais faire, alors c'est là où j'ai été extrêmement malin, c'est que j'ai oublié de prendre... Hop. Donc je vais l'exposer sur le domaine suivant, Wasm, démo, etc. Donc ça c'est le nom de domaine sur lequel je suis linké au niveau de Cloud APIM. Et je vais faire ça sur le pass /démo. Et donc ce que je vais mettre ici, c'est mon https mirror.autoroshi.io. Donc on a ce truc là qui nous crée une route et on arrive sur le designer de route et ça c'est bien, on a les potes qui envoient des trucs. Donc on a le designer de route donc qui dit que voilà, le trafic on l'attrape sur Wasm démo /démo et qu'on envoie notre trafic sur mirror autoroshi.io. Donc ce que je vais faire, je vais juste rajouter un petit truc pour que ça marche. Ça vous ne regardez pas, c'est comme si je ne l'avais pas mis.
Et on va essayer d'aller taper sur notre route. Et donc, on a bien notre service qui est appelé en utilisant notre URL Autoroshi. Donc là, j'ai juste fait un truc passe-place et je capte le trafic sur le nom de domaine et le pass que j'ai demandé et je l'envoie vers mon application. Donc, ça, c'est le fonctionnement de base d'un reverse proxy HTTP. Et ensuite, dans Autoroshi, on a tout un tas de plugins qui sont mis à disposition pour faire de l'authentification, ou de la validation de token JWT, ou du access control pour faire de l'API management, pour faire est-ce qu'on a la bonne adresse IP en entrée, etc. etc. Donc voilà, ça c'est nos plugins. Donc imaginons que je veux un plugin qui rajoute un header entre Autoroshi et son backend. Donc pour ça, je fais hop, si j'apprends à écrire header, ça serait mieux. Donc là, j'ai un plugin additional header in, donc qui se met entre la requête entre la requête qui arrive dans Autoroshi et le backend. Et donc je vais rajouter un header qui s'appelle foo avec une valeur bar. Et normalement, si je vais dans ma petite application, j'ai un header foo bar qui apparaît ici. Je ne sais pas si tout le monde le voit, il est en bas. Je ne sais pas si c'est très visible pour tout le monde. Est-ce que tout le monde voit bien? Et une croix sur pas. Ouais, c'est bien. C'est chouette, vous êtes gentil. Donc voilà, ça c'est un exemple de plugin Autoroshi. On en a 200 actuellement, donc vous avez de quoi faire vos courses si besoin. Mais un des trucs, du coup, nous qui nous importe, c'est qu'on aimerait que les gens soient capables d'écrire leur propre plugin pour gérer les cas auxquels on n'aurait pas pensé. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà possible dans Autoroshi, sauf que Autoroshi, il écrit en Scala. Donc Scala, c'est un langage qui tourne au-dessus de la JVM. Alors nous, on pense que Scala, c'est un super langage, mais tout le monde ne pense pas ça, étonnamment. Non. Et donc déjà, si quelqu'un veut créer un plugin Autoroshi, il faut qu'il apprenne Scala, il faut qu'il fasse son truc, etc. Bon, c'est pas super dur, mais il y a une certaine marche à l'entrée. Ensuite, comme c'est un plugin Scala, c'est-à-dire qu'il faut le compiler dans un jar, il faut lancer Autoroshi avec ce jar dans le class-pass, et à ce moment-là, le plugin est chargé, etc. Donc c'est-à-dire que si on veut mettre à jour le plugin, il faut éteindre Autoroshi, refaire un jar, relancer le truc, etc. Donc d'un point de vue reprise à chaud, c'est pas génial. Et puis après, comme le plugin il est lancé dans le class-pass Autoroshi, ça veut dire qu'il a accès à tout ce que Autoroshi sait gérer. Donc il a accès à la base de données, il a accès à la mémoire, il peut tout faire, et puis il peut même faire un système exit s'il a envie. Donc on a vraiment besoin de faire confiance à la personne qui a écrit le plugin si on déploie un plugin tierce partie sur Autoroshi. Et c'est là où Wasm entre en jeu pour essayer de faire des choses un petit peu mieux. Et je te passe la parole. Je peux peut-être la graffer. Et moi, du coup, je vais vous parler de Wasm. Donc en fait, on a ajouté un ensemble de plugins que vous voyez. Donc sur le côté, je vais me mettre là pour voir en même temps que toi. Sur la partie gauche, vous voyez le catalogue donc, de plugins qu'on peut ajouter, là, que Mathieu a utilisé. Et il y a tous les nouveaux plugins autour du Wasm. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que ces plugins, c'est un petit peu des fois fastidieux à pas à écrire, mais plutôt à compiler. Donc en fait, on a fourni un nouveau tool qui s'appelle le Wasm Manager, donc là qui est déployé à côté d'Autoroshi, mais que vous trouverez sur le repo d'Autoroshi, qui va vous permettre de créer donc, ces fameux plugins, et tout en vous délestant de la partie surtout compilation, puisqu'il va le faire pour vous. Ce Wasm Manager, il tourne du coup sur XTism. On supporte un tout petit peu moins que les langages que XTism supporte, mais globalement c'est l'idée. Dans le futur, il y aura peut-être du Zig et du C, mais vu que personne peut-être utilise le Zig ici, c'est pas très grave. Nous, globalement, vous pouvez les créer en Rust, en JS, en TypeScript et en Go. C'est ce qu'on va faire directement. Mathieu va en créer un premier qui fait exactement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va aller coller un header en plus dans notre requête. Donc on retrouve la même syntaxe que Philippe a utilisé tout à l'heure, à savoir on crée une fonction qu'on exporte. Donc là, elle s'appelle execute. Vous pouvez mettre globalement ce que vous voulez, hein, c'est pour l'exemple. On récupère le fameux contexte avec le host input string. C'est du JSON, c'est la partie facile qui nous apporte du coup XTism plutôt que de lire dans la mémoire. On va recracher ça avec l'autre méthode qui s'appelle outputString, qui va nous permettre de répondre. Notre plugin donc, va répondre une réponse, et Mathieu du coup a ajouté au header entrant qu'on retrouve dans les Autoroshi requests un fameux header fifoubar. Dans ce Wasm Manager, vous pouvez save et puis vous pouvez build, donc les informations elles vous sont remontées. On retrouve notamment aussi la ligne de commande qui est lancée. Et une fois que vous avez build, donc vous avez toujours rien tapé en termes
de lignes pour compiler, c'est ce qui est pratique. Il vous dit que c'est terminé et on va pouvoir retourner dans Autoroshi. Donc quand on retourne dans Autoroshi, là Mathieu va ajouter un Wasm Request Transformer, donc il faut choisir évidemment le bon type de plugin. Tout ce qui est Wasm Request Transformer, ça applique en fait des transformations sur vos requêtes, donc que ce soit sur les headers, sur les bodies ou sur les cookies. On supporte plusieurs sources, je vois que Mathieu l'a déjà ouvert. Globalement, Autoroshi est capable d'aller chercher votre fichier Wasm à différents endroits. Vous avez de l'HTTP, donc ça peut être sur un repo GitHub par exemple. Sur le système de fichiers, directement en local si vous l'avez au même endroit qu'Autoroshi, et avec le Wasm Manager, le cas qui nous intéresse. Donc là, juste avant la démo, on l'a setup dans Autoroshi dans la configuration pour lui dire où il se trouvait, c'est pas magique. Et une fois que c'est bien setup, par contre, on a cette fameuse liste de plugins qui sont compilés dans le Wasm Manager que vous pouvez directement utiliser. Donc là, Mathieu, il a pris le démo à Header. La seule chose qui vous manque, c'est de spécifier la fonction que vous voulez appeler, puisque un plugin peut en exporter plusieurs. Une fois que c'est ça, et que vous avez coché évidemment le WASI, parce que là, du coup, vous faites, donc, il y a un petit commentaire pour vous dire que si vous faites du JavaScript, du TypeScript ou du Go, il faut le cocher. Une fois qu'on a coché ça, Mathieu peut revenir sur son appel, et normalement, voilà, donc ça c'est bon, et là, normalement, on a un fameux header fifoubar qui est apparu, donc le plugin s'est bien lancé. Donc ça, c'est une première façon voilà, d'écrire des plugins. C'est peut-être un peu simple, mais ça permet d'en écrire. On va faire une deuxième chose qui est plus courante dans un API management, c'est contrôler l'accès. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir s'assurer qu'un header est bien présent au moment de l'appel. Donc là, Mathieu, il a créé un plugin Rust. La différence avec le Rust, c'est, vous voyez, il y a des types, donc, par rapport au JavaScript, et que ces types, en fait, ils vous sont donnés par le Wasm Manager. Donc là, vous voyez qu'en entrée de la requête exécute en haut, ligne 7, on a un Wasm Access Validator Context et on va cracher un Wasm Access Validator Response. Ces deux types, ils ne viennent pas de nulle part, ils vous sont fournis sur le côté gauche, donc on voit le type.rs et le host.rs. Ces deux fichiers qui viennent directement, à chaque fois que vous créez un plugin, qui vont permettre de dialoguer plus facilement avec Autoroshi. Ça va vous vous délester, je veux dire, de la partie un petit peu fastidieuse de savoir quel type il faut répondre. Et donc là, Mathieu, du coup, pour notre test, a bien checké que dans ce fameux contexte qui nous arrive, on a une requête, donc c'est Autoroshi qui va envoyer le contexte au moment de l'exécution du plugin, qu'on a bien un en-tête qui s'appelle, un header, excusez-moi, qui s'appelle foo, qu'il est bien égal à bar. Si c'est le cas, on est content, on retourne un Wasm Access Validator Response à true. Et dans le cas où ça ne marche pas, on va répondre un faux, une réponse false, une erreur, voilà, avec un statut HTTP 401, et puis un You're not authorized, là, ligne 19. Donc là, on va pouvoir compiler. Ce qu'on voit évidemment, c'est que là, bon, la compilation est un petit peu plus longue, parce que c'est du Rust tout simplement, donc la phase de compilation est un peu plus longue. Vous voyez dans le terminal, le Wasm Manager vous affiche tout ce qui remonte comme si c'était sur votre PC, également les warnings si vous en avez, et des erreurs dans le cas où ça se passe mal. Et une fois que c'est bon, donc là il nous dit que le fichier Wasm a été push, on peut ajouter un Wasm Access Control que Mathieu a mis donc sur la route. On resélectionne à nouveau le Wasm Manager. Et là, c'est le drame. Mais normalement ça va bien se passer, c'est parce que Mathieu l'a ajouté trop vite, je pense. Ouais, donc là, on sélectionne donc un Access Control. Donc cette fois-ci, la différence entre Access Control, Request Transformer, etc., tous les plugins que vous voyez sur le côté, c'est de la façon avec laquelle ils vont modifier la requête. Donc là, un Wasm Access Control ne modifie pas la requête, c'est juste quelque chose qui va cracher un oui, non. Donc là, c'est bon. Enfin, okay, un oui ou une page d'erreur. Un oui ou une page d'erreur avec un message d'erreur. Donc là, cette fois-ci, on l'a activé. On n'a pas ajouté l'entête, donc normalement, on s'attend à avoir une erreur. Ça devrait arriver tout de suite. Ça va. Il n'y a pas besoin. Alors pour le Rust, il n'y a pas besoin de WASI. Les deux sont supportés, mais par défaut, c'est pas quelque chose de pourvu par XTism. Bon, sinon, c'est pas très grave. Vous allez nous croire sur parole. Ça fonctionne. Comment? Ouais, après ça c'est pas. Ouais, c'est pas très grave. Ils vont les ajouter. Enfin, globalement, ils vont les ajouter à la suite. Non, je pense que là, c'est que là, on est. Non, on a. Comment? En fait, il était bon, je pense, parce que tu avais un header fou égal. Ouais, mais non, je sais pas pourquoi il. Qu'est-ce qu'il te répond là? C'est tout? Il dit qu'il y a une erreur, donc il doit avoir craché une grosse erreur et que j'ai pas vu. Donc au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le back. Mais non, mais il est pas sectionné, c'est pour ça. Ouais, mais non, mais ouais, ça. Ouais, ça. Bon, c'est pas très grave. Hein. On a un souci de je ne sais quoi. Ça, bah là, la démo, elle va bien se passer du coup. Bon. Ah. Ok.
Ok. Vas-y, bah, refais ton appel. Non, je pense qu'il a sauvegardé, c'est bon, vas-y, refais ton appel Faut que je côté remette Clever, le je pense. truc, tac. Voilà, donc on a le You Voilà, on a bien notre fameuse erreur avec la 401, donc ça c'est géré par Autoroshi, il renvoie un bout du œil en même temps, et là si Mathieu, donc dans le terminal, refait le même appel avec le header foobar, cette fois-ci, on a notre appel qui devrait revenir avec les en-têtes. Voilà. Maintenant, ce petit délai, normalement, ça fonctionne directement. Hein. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Mais on va continuer de transpirer parce qu'on va en utiliser d'autres. Bien sûr. Et donc, on va vous parler d'Open Policy Agent. Donc là, c'est le 5e bouton, enfin le 4e bouton que vous voyez. L'idée avec Xteam, c'est qu'on l'a un tout petit peu étendu, nous, pour pouvoir supporter d'autres frameworks. Et là, notamment, on a intégré Open Policy Agent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Open Policy Agent, c'est un framework qui permet d'appliquer des règles de routage avec un langage là que vous voyez ici qui est spécifique à eux. Ça s'appelle du Rego, qui se veut assez simple, enfin beaucoup plus simple qu'un langage. Voilà, c'est un truc vraiment déclaratif. Vous avez quelque chose en entrée, vous vérifiez que c'est présent ou non, et ça fonctionne. Donc là, on a juste écrit une seule policy qui s'appelle CanAccess. On s'assure que dans l'input, donc l'input qui est votre requête, hein, qu'elle arrive, on a bien un query param cette fois-ci pour varier un petit peu les plaisirs à fou, qui est bien égal à barre. Si c'est OK, la policy CanAccess sera à true et auquel cas ben, on pourra passer. Si ce n'est pas le cas, ça échouera. Donc là, Mathieu a compilé. Vous voyez que la compilation est beaucoup plus rapide que le Rust pour le coup, mais l'exécution sera plus longue. Mais ça, vous le verrez pas. Donc là, on va aller chercher à la fois. Ah, c'est fourni par OPA. On peut compiler leur langage en WASM. Ça vient pas de nous pour le coup. Cette fois-ci, bon là il y a quelque chose qui s'appelle Open Policy Agent pour le coup, ça porte son nom. Mathieu va sélectionner la source en espérant que ça marche, mais normalement il n'y a pas de problème. Et là vous voyez, il y a juste un petit détail, on ne spécifie pas de fonction parce que c'est Autoroshi qui va le faire. Il y a plusieurs fonctions à appeler globalement pour que ça fonctionne, mais ça vous est masqué. On va refaire cet appel. Cette fois-ci, on a un forbidden access puisque c'est Autoroshi qui répond. Donc si c'est true, c'est bon. Et si c'est false, c'est une forbidden access avec une 403. Donc là, ça passe cette fois-ci puisque Mathieu a ajouté le fameux query param et on retrouve nos en-têtes et nos headers. Donc là, voilà, c'est les différents plugins que vous pouvez écrire avec le WASM Manager. Moi, je vous parle d'une dernière chose. Mathieu va revenir sur juste le request transformer qui a sauté. Il y a 2-3 options en plus qu'on n'a pas vu tout à l'heure qui sont assez intéressantes. Je vous parlais directement peut-être voilà, des settings. Notre côté, on ne l'a pas spécifié, mais dans Xtism, il faut préciser la mémoire max que va prendre votre plugin, qui va être autorisé à prendre. C'est une valeur assez importante de notre côté, puisque si elle n'est pas bien ajustée, voilà, ça peut produire quelques problèmes, mais globalement, il faut ajuster le nombre de pages mémoire que votre plugin a le droit d'utiliser. En général, 4, ça suffit. Enfin, nous, on n'a jamais utilisé plus de 4. C'est une page de 64 bits. Après, suivant le boulot qu'il y a à faire, il faut... Alors, ça peut être c'est un plus. max, donc si on n'a pas besoin de consommer autant, il n'y aura que ce qui est consommé qui est plus. Voilà, c'est ça. Les autres en dessous, on va les laisser parce que ça ne va pas être très intéressant. On va revenir juste sur les dernières options qui sont les autorisations et les permissions. Donc, on en a parlé tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé une question au sujet. C'est toutes les host functions que vous allez autoriser sur votre plugin. Donc, dans le cas où c'est autorisé, là, par défaut, là, votre plugin, il peut se contenter de lire le contexte qu'on lui a donné, il fait ce qu'il veut, il retourne une réponse et puis il ne peut rien faire d'autre. Si vous voulez qu'il puisse faire de l'HTTP, il faut le spécifier. Et nous, on a ajouté tout un ensemble de fonctions pour accéder au contenu d'Autoroshi. Donc, vous pouvez accéder au state actuel d'Autoroshi, donc ce qui s'y passe, et notamment des choses plus intéressantes comme sa base de données. Et vous allez avoir aussi en écriture et en lecture un espace mémoire pour y stocker des valeurs propres au plugin, ce qui fait qu'entre plusieurs exécutions de ce même plugin, vous allez pouvoir retrouver des valeurs et les persister en base. Voilà. C'est toi qui en parles ou comme tu veux. Les dernières, du coup, oui, les WASM plugins. Donc là, sur le côté, là, ce que vous voyez, c'est qu'on n'a pas coché beaucoup d'options, mais globalement, si vous cochez toutes ces options, vous choisissez la source, etc., c'est un petit peu rébarbatif. Du coup, on a créé une entité dans Autoroshi qui vous permet de renseigner exactement les mêmes informations. C'est juste un tout petit peu différent visuellement, mais vous renseignez les mêmes informations une fois pour toutes. Et sur votre route, quand vous revenez, vous sélectionnez l'entité qui a été créée. Vous n'avez plus que la fonction à indiquer. Et, forcément, elle est mise dedans, mais on peut l'overrider au niveau de l'exécution si besoin. Voilà. Oui, en plus. Ouais. Moi, il y a un dernier truc que j'aimerais faire, c'est la démo de Philippe qui m'y a fait penser. En fait, dans Autoroshi, on a un dernier type de plugin, enfin, c'est pas un dernier parce qu'il y en a bien d'autres, mais il y a un type de plugin qui s'appelle les backends. Donc, les backends, en fait, c'est un type de plugin qui peut se substituer à l'appel vers le backend final, en fait, pour renvoyer sa réponse à lui. Notamment, nous, on utilise ça pour tout ce qui est fédération GraphQL ou des choses comme ça.
On en a plein qui l'utilisent, mais voilà, typiquement le GraphQL l'utilise. Et en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est faire en sorte que ce truc-là exécute une de tes fonctions qui envoie une réponse HTTP pour faire une petite application ou des choses comme ça. Donc on va aller en bricoler une comme ça. Donc on va l'appeler un démo backend. Et donc on va faire un truc, ça c'est chiant, un truc très simple et pas très propre, mais en gros on va renvoyer une réponse HTTP donc avec un status A200, des headers. Donc on va avoir besoin d'un content type en retour, parce que c'est pas bien de ne pas mettre son content type, n'est-ce pas? Même si je pense que ça. Ouais, mais c'est pas bien. Il y a des gens qui le font. Et donc là, on définit un body JSON, on va faire un message, coucou, Poitou-Jug. Et un truc comme ça, ça devrait fonctionner. Hop, donc je compile mon plugin. Voilà. Et donc je vais ajouter mon plugin backend. Là encore, Wasm Manager. Hop. Le démo backend, execute. J'oublie pas le WASI parce que j'ai fait du JavaScript. Et donc normalement, si j'exécute ma fonction, j'ai bien mon coucou Poitou-Jug qui fonctionne. Trop bien. Et donc voilà, c'est tout pour nous pour ce soir. Si ça vous intéresse, si Autoroshi ou Autoroshi et Wasm vous intéressent, n'hésitez pas à venir nous voir sur le site autoroshi.io. Il y a tout, il y a le GitHub, la doc. Sur le GitHub, il y a un link vers le Discord. Donc n'hésitez pas à venir nous en parler. On peut en papoter à côté, etc. Et on sera ravis de vous répondre et de vous aider. Et je te rends la main. J'ai une petite question.